All for Content, 2 et 3 juillet 2024, 6e édition, toujours en direct du New Cap Event Center à Paris, dans le 15e arrondissement. Thomas Larsillière, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président directeur général de Keepic. Exactement. Alors Keepic, c'est une société qui se revendique comme étant leader français du Digital Asset Management, mais encore. Alors, qu'est-ce que le Digital Asset Management? Alors déjà, on en parle beaucoup, mais effectivement, c'est bien de le rappeler. Notre activité est d'aider les services marketing et communication à organiser, collecter et diffuser l'ensemble de leur contenu. On va essentiellement parler de contenu photo, vidéo, documents, 3D. Ça, c'est vraiment notre cœur de métier. Audio aussi? Audio également, tout à fait. Vous êtes en place depuis combien de temps? Alors, on existe depuis 2008. On va fêter notre 15e année. D'accord, avec 16e année. 16e année, donc 15e année, c'est déjà passé. Bon anniversaire. Mais merci. Oui, c'est dans 5 jours, je crois. Ah oui, quand même, très bien. Et vous avez combien de collaborateurs chez Keepic? On est aujourd'hui un peu plus de 70. Sur Paris essentiellement ou Paris-Province? Ouais, alors on est né à Paris, dans un quartier des start-up vers la Bourse. Et puis ensuite, on a ouvert un centre d'expertise et la tech à Rennes. Aujourd'hui, on est 25 à Paris et tout le reste à Rennes. Vous avez choisi Rennes pour une raison particulière? C'est un super pôle d'attraction pour recruter des ingénieurs. Donc c'était une bonne chose. Moi, j'avais fait mes études là-bas. Donc ça facilitait aussi. Donc il y avait un lien déjà. Il y avait un lien. Et puis, pour des travaux de R&D, c'est un confort de vie pour les collaborateurs qui est on va dire, quand même bien supérieur à celui de Paris. Il y a le côté pratique en plus pour aller depuis Paris à Rennes. Carrément. Ouais. Donc aujourd'hui, vous avez qui comme client dans votre portefeuille? Alors on a des clients très hétérogènes. On va avoir nos premiers clients et les plus grands comptes. On va retrouver des grands acteurs de l'industrie, le groupe Stellantis, le groupe Airbus, le groupe Renault par exemple. On va avoir des gens dans les telcos, en équipe le groupe Orange. On va avoir de la banque, on va avoir des assurances. Et puis une filière aussi dans la grande distribution, parce qu'on équipe le groupe Auchan, le groupe Intermarché, Système U. Et puis des clients dans le luxe aussi. Alors qu'on ne peut pas citer à l'antenne, mais voilà. Quelles sont les attentes de vos clients? En fonction des catégories, ça peut être très différent. On a pour l'habitude de catégoriser ce qu'on appelle nos disciplines en 4 grands chantiers. Le premier, c'est ce qu'on appelle le DAM en général, c'est vraiment collecter l'ensemble des contenus à destination de la communication. Pour centraliser tout ça. Oui, deuxième, pour les services com. Services com qui ont des milliers ou des dizaines de milliers de contenus. On les rassemble, on les indexe, on les organise et on les diffuse sur les réseaux sociaux. On les agrège, etc. Deuxième volet, c'est tout ce qui va tourner autour du brand management. En fait, quand on parle d'image, on n'est pas loin de parler d'image de marque aussi. Donc là, la question, c'est comment est-ce que je fais pour que la production de mes contenus de marque soit de bonne qualité et qu'il soit, je dirais, à travers toute cette chaîne de créatifs qui peuvent produire des contenus de marque, comment je fais pour m'assurer que les contenus sont de bonne qualité et conformes à la marque, et comment ils font pour qu'ils exécutent ça de façon la plus rapide possible. Et quels sont les avantages de centraliser tout ça, ce contenu de marque? Le centraliser, c'est permettre à chacun d'avoir une référence, parce que les marques évoluent, donc elles ont différentes périodes de contenu, et quand on a une actualité, soit un rebranding, soit une campagne, on a besoin que les parties prenantes puissent aller les récupérer, en général pour les utiliser directement, mais aussi beaucoup pour les décliner. Pour les transformer, les localiser. Je suis dans un pays, j'ai besoin de récupérer, si des produits en France, un contenu français que je vais devoir réadapter à ma zone. Pour optimiser les contenus, les valoriser. Ouais, exactement. Et c'est pas simple, parce qu'on a affaire à des populations qui sont assez éloignées. Bon, ils peuvent entendre parler, ok, il y a un rebranding, on voit, ok, mais enfin, comment est-ce qu'on les éduque? Première chose, pour qu'ils emploient correctement la marque. Vous avez une politique RSE aussi? Ah, c'est une autre question, ça, carrément, rien à voir. On a une politique RSE, évidemment, à la fois sociétale et aussi environnementale. Sur la partie RSE, nous, on est un acteur quand même qui gère énormément de contenu avec du stockage vraiment important. On a plusieurs pétas de données de stockage. Et en fait, il y a de la question de réduction de cet espace de stockage. Même si nous, on a un modèle économique parce qu'il y a une empreinte carbone qui est lié au stockage, en fait, on s'aperçoit que l'empreinte, elle est énorme. Après, les projets de DAM, naturellement, quand même, par cette centralisation, ont quand même pour volonté de diminuer le duplicate, on va dire la duplication des contenus sur plein de plateformes et faire en sorte que ça soit un seul endroit. Bon, ça, c'est le pari. Dans la réalité, il ne suffit pas d'avoir l'outil, il faut aussi accompagner de bonnes pratiques.
Sur ce salon 2024, vous avez une innovation particulière à présenter? En fait, on a une actualité, c'est que, alors Kipik, on est né en France et on était vraiment en toute autonomie jusqu'à l'année dernière. Et on s'est fait racheter par un groupe norvégien qui s'appelle Paperfly et qui, eux, sont des spécialistes du Brand Activation Management. C'est un nouvel acronyme. En fait, c'est un acteur vraiment spécialisé. Le DIM et le BAM, alors? Le PAM et le BAM. Et le PAM et le BAM. Ouais, et le BAM, ouais. Et eux, ils ont une offre très complémentaire à la nôtre pour justement aller proposer des modules pour aller former les utilisateurs à l'utilisation de la marque, aller vérifier avec des KPI les usages de la marque et également faciliter le geste de la création des contenus. Éviter que les utilisateurs utilisent n'importe quel outil ou aient à se former à des outils type Illustrator, InDesign pour créer des contenus, mais au contraire pouvoir leur permettre de faire ça en ligne en s'adaptant à la marque et en imposant, d'ailleurs l'outil impose lui-même le bon usage de la marque. Et donc on est très complémentaires. Eux ils sont plutôt pays nordiques, aux US et dans UK et dans l'Est de l'Europe. On était quand même très très français et donc ça fait aussi une correspondance géographique de notre activité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une différence vraiment dans la façon de fonctionner par rapport à la culture de chaque pays et par rapport au contenu Ouais, déjà une petite différence de positionnement. Ouais, le positionnement est différent. Ouais, le positionnement est un peu différent. Eux ils sont vraiment... Les cibles sont différentes ouais, aussi. les cibles, ouais. Paperfly va attaquer essentiellement les services communication pour les aider à harmoniser cette marque. Alors c'est ce que nous on fait, mais ils le font, on va dire, avec plus de seniorité et plus de savoir-faire que nous on faisait. Donc ça, on se l'approprie. Et puis nous, sur la partie DAM pure, gestion des images et des photos, il y a tout un tas de projets qui en fait sont pas du tout liés à la marque. Je vous prends un exemple, quand on travaille avec l'Institut Curie, c'est l'ensemble des photos et des vidéos des opérations pour avoir une mémoire des gestes opératoires. Vous voyez, donc c'est pas forcément lié à la marque. Donc en fait, on est assez complémentaires pour couvrir un domaine dont évidemment le cœur est cette histoire d'assets et de fichiers médias. C'est vraiment très riche finalement parce que c'est très diversifié. Ah mais c'est ça qui est génial. C'est ça qui est intéressant. C'est génial dans ce métier. Moi, c'est pour ça que j'ai fait ça d'ailleurs, parce qu'en fait, juste à travers l'image, vous prenez simplement la production d'une photo, en fait, ça vous raconte beaucoup de l'histoire et du business model des entreprises. Et puis des choses très diversifiées. On a cité des industriels, on a cité les distributeurs. Donc là, on est dans le e-commerce. Comment je fais pour optimiser mes flux de e-commerce? Quand on travaille avec le musée du Quai Branly, là, pof, on est dans l'histoire. Avec la cinémathèque, on est encore dans autre chose. La culture. Voilà, la culture. Vous voyez, donc on touche vraiment à des domaines extrêmement différents. Et c'est ça qui me passionne tous les jours. C'est ça qui est motivant, j'imagine. Ouais. C'est ça qui, tous les jours, permet de raviver un petit peu la flamme et de se remettre en question. Et puis en fait, on s'alimente, enfin, un domaine alimente l'autre. Par exemple, quand on est dans la grande distribution, l'objectif, c'est d'aller récupérer des contenus des fabricants, donc les photos et les vidéos, pour aller les pousser le plus vite possible dans les e-commerce, mais évidemment en vérifiant que c'est de la bonne qualité, que ça correspond au bon produit. Donc là, on est dans de l'automatisation. Mais dans le process, il y a toujours un principe de contrôle, de vérification. Il faut faire preuve toujours de rigueur, de beaucoup de discipline. Alors c'est le principe. C'est le principe dans la vraie vie. En plus de la créa, plus de la créa qui doit arriver en il y a la créa qui arrive. Ensuite, il y a des processus, des workflows de validation. Et ça, c'est des choses qu'on cherche à optimiser. Si je prends un exemple chez Intermarché, ils ont à valider tous les jours plus de 4000 photos. Donc 4000 photos, vous imaginez, vérifier à la main 4000 photos. Donc soit on met du people pour aller vérifier, ce qui coûte très très cher, soit on vérifie utilise rien. l'intelligence artificielle aussi. Soit évidemment, maintenant on commence à implémenter de l'intelligence artificielle pour aller contrôler un certain nombre de cas, en tout cas ceux qui reviennent le plus couramment. J'en sais rien, mon image est floue, mon image correspond pas du tout au produit, ou elle est mal centrée, vous voyez, ce genre de choses, on arrive à le faire. Après, c'est du semi-contrôlé. Et on arrive à le faire en temps, plus qu'en temps réel. C'est vraiment hyper rapide. Oui, parce que les photos, elles arrivent à 5h du matin. Il faut qu'à 10h, ça soit fini. Donc on est sur de la gestion de flux. Oui, et c'est vrai qu'avec du personnel physique, ça prendrait beaucoup plus de temps. Ça prend énormément de temps. Ouais. Donc après, quand on n'a pas le temps de contrôler, ça gère des anomalies, des déchets. Alors, quand on a des anomalies qui sont sur le site e-commerce, tout de suite, l'impact sur les ventes se ressent immédiatement. Donc là, c'est un critère très fort. Mais on en a d'autres. Mais l'IA est à 100% fiable ou pas?
Non, elle n'est Pas pas, encore. non, elle est pas à 100% fiable. En fait, on va doser. On va être capable de dire, tiens, tel processus, on arrive à le détecter, ou telle anomalie quasiment à 100%. Dans ce cas-là, c'est un flux rapide. Il y en a avec un degré d'incertitude, et là, ça va... Est-ce que ça veut dire que derrière, il y a des hommes qui vérifient quand même, une fois que l'IA a déjà fait un premier tri? Pour l'instant, oui. Oui. Ouais. Et là, l'objectif, il est de leur simplifier le geste. Que pour qu'ils fassent cette vérification, ils aient le moins de clics possible. En fait, optimiser un geste industriel comme on pourrait le faire dans l'industrie, comme on fait depuis 100 ans dans la fabrication. C'est vraiment des voitures, par exemple. Thomas Larzilière, merci. Bah, c'est un grand plaisir. Je rappelle que vous représentez la société Kipik et vous êtes présent sur ce salon au stand de numéro... Ah, voilà, c'était le piège. À 12. C'était la question piège. À À 12. On vous 12. souhaite un bon salon. Merci. Ouais, à vous. bah, merci à vous. Merci.